Bonsoir à tous. Donc, je pense qu'il est temps d'ouvrir ce débat, cette séance, cette présentation du livre Socialisme et sociologie de nos collègues Bruno Carcenti et Cyril Lemieux. Je vous accueille donc au nom de l'EHESS dans cet amphithéâtre et je suis heureux de vous dire que je suis le directeur des éditions de l'EHESS et que j'étais très heureux de publier ce livre. Et donc c'est aussi à ce titre-là que je vous accueille dans cet amphithéâtre. Voilà, donc ça va être un débat autour de ce livre qui est un livre d'actualité bien entendu, mais dont on espère et on pense que sa pérennité sera un peu plus longue que les quelques semaines d'agitation qu'on a encore devant nous, d'un point de vue politique, bien entendu, parce que je crois que c'est une véritable réflexion sur qu'est-ce que c'est que le socialisme et son articulation avec la sociologie, qui est une des grandes disciplines des sciences sociales d'aujourd'hui. Je ne dis pas plus que cela, et je laisse directement la parole à nos différents intervenants. Alors nous avons donc les deux auteurs, Cyril Lemieux et Bruno Carcenti. Nous avons aussi l'honneur d'avoir deux autres de nos collègues, Christophe Prochasson et Thomas Piketty. Je ne pense pas que j'ai besoin de les présenter ni les uns ni les autres. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'avoir Mme Frédérique Matotti qui vient en quelque sorte en guest star, puisque c'est la seule de ne pas appartenir à la maison et qui est là pour donc animer ce débat. Voilà, je vous remercie donc d'être là et bon débat. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer, nous avons choisi ensemble une forme un petit peu particulière de débat, c'est-à-dire que ce sont d'abord les deux intervenants qui vont parler du livre, le présenter, poser des questions donc aux deux auteurs. Ce sera donc d'abord Christophe Prochasson et ensuite Thomas Piketty. Ils répondront donc aux interrogations. Et puis, alors, je dois excuser par avance Thomas qui doit être impérativement parti à 19h30. Donc vous ne lui en voudrez pas quand il se lèvera, ça n'aura pas de rapport avec le contenu de ce qui sera dit, c'est très important. Bon, plus sérieusement, je suis très heureuse d'animer ce débat. J'ai lu ce livre dans les 15 jours qui ont précédé le scrutin de dimanche. Je dois dire que j'étais très heureuse de lire ce livre parce qu'il a une profondeur qui permet du coup de lire notre désarroi ou de penser notre désarroi autrement. C'est-à-dire que ça permet de mettre des mots et de comprendre ce qui se passe. Donc je vais laisser le suspense de ce point de vue, mais ça permet en tout cas de sortir des débats très politiques et de mettre un fond de sciences sociales et de penser le politique avec les sciences sociales, ce qui est quand même notre objectif à tous. Voilà, donc je donne d'abord la parole à Christophe Prochasson. Merci. Merci Frédéric. Je ne savais pas qu'il fallait poser des questions aux auteurs. Ah bon. Bien, en tout cas, je me réjouis d'avoir été convié à un exercice qui puisse véritablement mettre à l'épreuve une interdisciplinarité, comme on le sait, plus souvent invoquée que réellement pratiquée. Nous voici donc à 4 ou 5 disciplines: sociologie, économie, philosophie, histoire et sciences politiques, réunis autour d'un livre, le socialisme, qui concerne nos 4 disciplines et dont il est un objet, il faut bien dire, assez ancien. Du point de vue de l'histoire des disciplines, en effet, il y a beau temps, il faut le rappeler, que le socialisme a été placé sous le scalpel des sociologues, des économistes, des philosophes et des historiens. Il est vrai aussi que le socialisme nous intéresse, Frédéric Matotti le rappelait à l'instant, pour d'autres raisons qui nous sont sans doute plus personnelles, plus circonstancielles. J'observe avec un certain intérêt qu'il n'est peut-être pas excessif de considérer comme un réveil de l'intérêt des sciences humaines pour le socialisme, doctrine, si c'est une doctrine, aux origines lointaines et complexes. Il faudrait d'ailleurs, au passage, je le dis ici, introduire un nuancier national très important, et dont le socialisme, les principaux éléments constitutifs de ce socialisme, sont peut-être en voie de disparition ou d'affaiblissement.
Il y a d'abord la philosophie politique du socialisme, qui est associée à la philosophie politique des Lumières et à ses héritages révolutionnaires. Il y a la dimension sociale du socialisme. Le socialisme est en effet historiquement accroché à l'émergence de la classe ouvrière, puis d'une classe intellectuelle avec laquelle elle s'allie. Enfin, il y a une dimension économique du socialisme, car le socialisme, nous le savons, est le produit du monde industriel et du capitalisme dont il se pose en critique, mais pas toujours en adversaire. Alors, j'ai conscience, évidemment, du schématisme et du caractère sans doute un peu trop univoque de cette première présentation. Tel est d'ailleurs l'éternel problème que l'on affronte lorsque l'on se penche sur l'histoire du socialisme, ou d'ailleurs de toute autre pensée, au passage, courant, sensibilité, etc. Même lié à des configurations sociales, politiques ou économiques particulières, la plasticité même des objets politiques les rend toujours fuyants. C'est d'ailleurs l'une des difficultés que l'on peut avoir avec le livre de Lemieux et Karsanti, et j'y reviendrai. Renouveau donc des travaux sur le socialisme. Chez les historiens, le socialisme, et plus encore d'ailleurs alignement sur l'histoire du mouvement ouvrier, auquel il est évidemment étroitement associé, a connu cette histoire du socialisme, il faut le rappeler, une première vague d'histoire scientifique, s'entend, dans les années 50 et 60. Puis il y a eu un trou d'air qui l'a affecté, correspond à peu près d'ailleurs à la période durant laquelle le socialisme fut au pouvoir, dans les années 80 et 90, où l'historiographie du socialisme s'est beaucoup affaiblie. Depuis une petite dizaine d'années, si j'ose dire, les affaires reprennent. Voici un constat sur lequel il faudrait évidemment s'interroger, car les façons d'écrire l'histoire du socialisme aujourd'hui ont changé, d'autant plus qu'elle est prise en charge par des historiens ou des spécialistes de sciences humaines dont le rapport au socialisme est tout abstrait, sans expérience militante, ou peu, et surtout après la chute d'un événement majeur, le mur de Berlin en 1980. J'en viens maintenant au livre plus précisément, et lorsqu'on discute autour d'un livre, il faut avoir la décence de se retirer un tout petit peu et de laisser parler le livre. Alors, je vais livrer ma lecture. Cher Bruno, il a l'air inquiet. Curieux. Donc, 3 essais composent ce livre, qui ont été écrits à 4 mains, enfin, du moins à 2, je pense, par un sociologue et un philosophe, et il faut le dire d'emblée, sous l'empire d'une forte influence durkheimienne. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai lu. Tous deux s'efforcent de donner au socialisme, donc, c'est l'enjeu du livre, une signification contemporaine. L'ambition est immense, vous en conviendrez, tant le socialisme manque aujourd'hui de consistance intellectuelle. Emporté, nous savons, depuis plusieurs décennies par la montée de puissantes idéologies concurrentes, le libéralisme d'abord, le nationalisme ensuite, la pensée socialiste se survit elle-même à la manière d'une contracture, en quelque sorte, renvoyant un monde ancien. J'y faisais allusion, la chute du mur de Berlin l'a affectée, sans qu'elle soit en mesure de se ressourcer dans le projet politique européen, seul à même, c'est ce que soutiennent les auteurs, de revitaliser le socialisme dans la fidélité à son message internationaliste. 3 essais, donc. Le premier de ces essais, je crois le plus fouillé, propose d'utiles éclairages théoriques et qui rappelle notamment que depuis qu'il a surgi comme une idée et comme un vocable au XIXe siècle, le socialisme n'a cessé, c'est vrai, d'être remis sur l'établi d'artisans aspirant à lui sculpter en quelque sorte une définition. L'œuvre, nous le savons, est toujours restée inachevée. C'est la raison pour laquelle je m'interrogeais sur sa nature doctrinale. Toujours inachevée, et à lire Karsanti et Lemieux, j'observe avec un certain regret, je l'avais déjà dit à Bruno sur un autre ouvrage, Le sens du socialisme, certains regrets qui montrent que vous ne vous embarrassez ni d'histoire ni d'historiographie, ce que je peux comprendre, ce n'est pas une remarque de pion, mais j'observe tout de même
Mais à vous lire, je comprends mieux pourquoi vous ne vous embarrassez pas de cela. On aura peut-être l'occasion. C'est la première question que je vous pose, puisqu'il paraît que je vous pose une question. Pourquoi? Donc, à la manière de Durkheim, vous soutenez tous les deux, en effet, que le socialisme est d'abord un fait social. Vieille définition durkheimienne. Un fait social qui est toujours en relation avec d'autres faits sociaux, qui en conditionnent l'évolution, et donc en interdisent la stabilisation sous des espèces intangibles. Le socialisme, donc, n'est pas une doctrine construite une fois pour toutes. C'est, j'emprunte la formule à Bruno, une pensée à l'état pratique. C'est ce que tu dis dans le troisième essai. Et ce socialisme, autre définition possible selon Cyril cette fois-ci, dans le deuxième essai, présente le socialisme, je le cite, comme une certaine forme de philosophie morale, mais aussi une certaine forme de philosophie politique. Et tout ça se combine fort bien et rejoint d'ailleurs de vieilles définitions. Je pense à ce que pouvait proposer dans un livre important Léon Blum écrit après 1945, il disait à peu près la même chose, voire, ajoute Cyril, une certaine forme de philosophie de l'histoire. En tout cas, ce n'est rien, selon vous, qui l'apparenterait à une doctrine de classe assise sur un état définitif de la société. En revanche, et c'est ce que je tire de votre livre, au fond, le socialisme, c'est une pensée de la société sur elle-même. Tel est, je crois, le sens que Bruno Carsanti donne en ce qu'il nomme, et là je poserai aussi la question pour être sûr de ne pas vous mettre sur une mauvaise voie, ce que tu nommes socialisme de second degré. Les trois essais de l'ouvrage insistent en effet sur l'intensité des relations entre le socialisme, le savoir ou la science, et l'éducation. Socialisme, savoir et éducation. Et ici repose finalement la propriété du socialisme qui la distingue d'absolument tout autre. L'idée socialiste, c'est une formule qu'on employait beaucoup à la fin du XIXe siècle, à l'époque où justement on regrettait déjà que le socialisme n'ait pas de doctrine, comme on le disait, mais on parlait de l'idée socialiste. L'idée socialiste vise donc à donner, selon vous, naissance à une société réflexive, pleine de la conscience d'elle-même, et qui est élevée sur une connaissance intime de ses structures et de sa dynamique. Je ne sais plus lequel je cite, excusez-moi, l'un de vous deux, mais vous êtes totalement fusionnel. Ce qui caractérise les aspirants au socialisme, c'est Bruno ? Non, c'est vous deux. C'est vous deux. Donc c'est dans le premier essai. Ce qui caractérise les aspirants au socialisme, c'est fondamentalement qu'ils accordent du prestige à l'effort intellectuel et qu'ils ont foi dans l'émancipation par l'accès au savoir et la connaissance scientifique. Le socialisme est donc assez naturellement enclin à se faire sociologie. S'il ne l'est pas, ou pas assez, il se condamne à disparaître comme doctrine efficace et utile à la conduite d'un changement qui répondrait aux défis que lui lancent ses adversaires libéraux et nationalistes. Car les trois acteurs de la vie des idées contemporaines, que vous citez, apportent tous des réponses, formule de Polanyi, au désencastrement de l'économie. Bruno Carsanti consacre la troisième partie du livre, donc un long chapitre. Ce désencastrement de l'économie, isolant en quelque sorte l'économie du reste de la société, produit une souffrance sociale que le socialisme est seul à pouvoir combattre. Ni le libéralisme, attaché au libre cours des choses, ni le nationalisme, qui est lui rivé sur un état ancien du monde, auquel il souhaite revenir par fétichisme, dites-vous, ne sont, ni l'un ni l'autre, en mesure de remédier sérieusement aux pathologies sociales. L'impuissance de ces deux dernières doctrines, libéralisme et nationalisme, résulte beaucoup, dites-vous, des outils qu'elles mobilisent. Et je vois d'ailleurs un peu la malicieuse composition de notre table ronde. Je me disais que
faire un parallèle filmique entre le bon, la brute et le truand, puisqu'il y aurait le bon, plutôt les bons ici, les sociologues, ou les philosophes sociologues, à la manière de Durkheim. Il y aurait la brute nationaliste que je représente, puisque l'histoire est du côté du nationalisme. Et puis évidemment, mon cher Thomas, le truand, économiste attaché au libéralisme. Voilà en gros la répartition des disciplines. Je force un peu le trait, naturellement, le livre est plus subtil, mais il y aurait un peu de cela. Donc le libéralisme, en tout cas, qui est hanté, fixé sur des perspectives individualistes, lui fait appel à des disciplines particulières, vous l'avez compris, l'économie, je le disais, mais aussi la psychologie et le droit. Elles sont associées donc au libéralisme. Le nationalisme, qui est lui versé dans des approches holistes, se tourne davantage vers l'histoire, l'anthropologie ou la linguistique, grâce auquel, on le comprendra évidemment, il étaye son attachement aux permanences. Alors, l'appariement entre le socialisme et la sociologie, que vous défendez avec force, c'est le cœur de votre propos, vous conduit évidemment à préciser votre propre rapport à la sociologie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les querelles de famille, mais enfin, comment ne pas le faire? Parce que tous deux, vous avez conscience que la sociologie contemporaine n'est pas toujours à la hauteur des défis politiques que vous suggérez. Il faut d'ailleurs convenir que le caractère un peu déceptif de la sociologie, qui s'enferme parfois dans un discours où ne perce que la dénonciation et l'indignation, selon vous, je dirais même selon moi aussi, je m'associerai volontiers avec vous, explique donc que ce que vous dites, les dirigeants socialistes s'en détournent pour leur préférer les discours experts de l'économie ou de la psychologie. Et comme vous le notez, à la crise contemporaine du socialisme est associée une crise de la sociologie. L'un et l'autre, donc, sont à la peine, en quelque sorte, l'un et l'autre, à la peine, face à un monde contemporain qui est devenu, nous le savons, difficilement déchiffrable, et aussi à une panne de l'avenir qui martyrise, en quelque sorte, le socialisme, tout orienté historiquement par nous. Et là, c'est une chose qui m'étonne un peu. Nouvelle question. Que vous n'ayez pas intégré cette dimension du socialisme qui lui est pourtant fondamentale, c'est-à-dire ce rapport au temps particulier, puisque initialement, le socialisme tel qu'il a été pensé au XIXe siècle, et quand même sur les 3/4 du XXe, était d'abord une pensée qui aspirait à une sortie de l'histoire, en quelque sorte, à un dépassement du capitalisme par quelque chose qu'on pouvait appeler révolution, mais sous des formes évidemment très discutées parmi les socialistes. Cette dimension qui me semble très importante dans la définition du socialisme, qui est une définition peut-être aussi périmée par les temps dans lesquels nous sommes entrés. Renouer avec l'avenir, donc, selon vous, c'est ce que vous cherchez à faire, mais autrement, revient, selon vous, à relancer le socialisme par un engagement européen, je l'ai dit tout à l'heure, qui fonde la construction de ce que vous appelez une nation européenne, mais une construction par sa démocratisation, insistez-vous. Donc l'ouvrage, votre livre revient beaucoup sur l'idée, début du livre en particulier, d'une nation, attention, méfions-nous, dites-vous, d'une nation qui est conçue évidemment non pas comme une substance qui précède les individus, mais à la manière, là aussi, d'un fait social soumis à de perpétuelles évolutions, notamment dans sa relation aux autres nations. Et la nation européenne, de ce point de vue-là, pourrait s'inscrire dans cette histoire qui conduit, histoire que nous connaissons bien, des petites patries fermées sur elles-mêmes au vaste ensemble européen. Alors, je finis. On mesure évidemment à ces quelques thématiques de l'ouvrage tout l'intérêt qu'il a pour nous en général, mais au-delà, je l'ai dit, je pense qu'une perspective historique à mon goût n'eût rien gâté, et peut-être qu'une telle perspective eût dissipé un peu les incertitudes que moi j'ai ressenties parfois sur, au fond, le socialisme que vous prenez en charge, et qui a une histoire compliquée. Et je pense que, excusez-moi d'y insister, mais une restitution historique peut peut-être donner un corps à ce socialisme qui lui fait parfois défaut dans le livre. Alors,
Un dernier mot, un dernier point qui me semble aussi soulevé par votre livre et qui mériterait commentaire et discussion. Ce point, il touche aux relations concrètes que le socialisme politique entretient avec les savoirs qui sont les nôtres. Les conditions de cette rencontre doivent être analysées et évaluées. Et elles ont beaucoup évolué. Entre le temps de Saint-Simon, où la division du travail intellectuel au sens large est peu affirmée, et de nos jours où elle l'est beaucoup. Il existe en effet des stades intermédiaires où cette relation se fait plus ou moins bien, et parfois d'ailleurs ces stades, lorsque les relations se font bien entre le socialisme politique et nos savoirs, exercent, nous le savons, souvent la nostalgie de certains. Le temps de Lucien Hère ou de Jean Jaurès, par exemple, ou de Durkheim, évidemment, qui étaient associés. Alors, je pense qu'il serait pertinent de comprendre comment et pourquoi, c'est un sujet en soi, mais vous le suggérez, s'instaure donc ou ne s'instaure pas de tels transferts, et dans quelle configuration sociologique ils se produisent. Autrement dit, que peut apporter un historien, que peut apporter un sociologue, un économiste ou un philosophe à l'action militante ou publique, à l'action de responsabilité lorsque le socialisme est au pouvoir, dans lesquelles les socialistes se trouvent engagés. Voilà la question que je me pose. Évidemment, la réponse à cette question est assez peu simple, assez difficile, en tout cas moins simple qu'il n'y paraît de prime abord. Le problème du transfert des savoirs dans l'action me paraissant cependant, et ce sera mon dernier mot, être l'une des questions les plus délicates à traiter aujourd'hui. Merci Christophe, merci pour cette invitation. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre que j'ai lu dans des circonstances assez particulières. La semaine dernière, je l'ai lu dans le TGV entre Paris et Grenoble, entre Grenoble et Paris, en allant animer une réunion de campagne d'un candidat du Parti Socialiste qui a fini sur le score que l'on sait, et j'ai passé 6 heures de TGV dans ce livre à l'aller et au retour, mais ça m'a permis de m'échapper et c'était tout à fait bienvenu, et donc merci pour ce livre. Ce livre, donc, bon, moi j'ai pas préparé cette belle intervention écrite de Christophe, donc les choses vont être un peu plus chaotiques, hein, mais je m'en excuse par avance. Moi j'ai surtout envie de vous entendre parler tous les deux, donc je vois plus d'autres interventions comme voilà, posant un certain nombre de pistes, de questions. Ce livre nous parle du triptyque libéralisme, nationalisme, socialisme, donc cette grande forme de pensée politique moderne, en lien avec le devenir des sciences sociales et des différentes disciplines des sciences sociales. Alors, je vais faire un certain nombre de commentaires, de remarques. Je voudrais dire quand même, insister pour commencer évidemment par l'extrême actualité de cette problématique, et en particulier cette façon d'insister sur le triptyque libéralisme, nationalisme, socialisme. On s'apprête, je ne peux pas m'empêcher de commencer par là, on s'apprête à vivre un second tour d'une élection présidentielle qui va voir s'opposer d'une façon presque caricaturale le nationalisme et le libéralisme, donc avec deux éléments de ces trois pôles représentés d'une façon extrême, ce qui va conduire à une structure du conflit politique, une structure du conflit électoral assez radicalement nouvelle, même si elle est l'aboutissement d'une évolution longue, mais en un mot, par rapport à la structuration gauche-droite, parfois un peu abstraite, paradigmatique, qui n'est pas toujours constatée, mais qui ressemble plus à un affrontement libéralisme-socialisme, droite-gauche, avec un électorat plus populaire, supposé se tourner vers la gauche. Là, l'affrontement nationalisme-libéralisme qui se prépare, évidemment, dans la mesure où le candidat libéral est censé être à gauche du candidat d'extrême droite, va se retrouver dans une situation rigoureusement inverse en termes de structuration sociale, puisque de toute évidence, les classes les mieux dotées en termes de capital financier, éducatif, culturel, de revenus, voteront pour le candidat libéral et majoritairement, et les autres voteront pour le candidat
nationaliste. Donc c'est une structuration du conflit politique qui va s'exprimer avec une force inhabituelle, qui est le résultat d'une évolution longue si on regarde les structures des électorats au cours des élections précédentes, y compris lorsqu'on regarde la structuration Sarkozy-Hollande par rapport à Giscard, Mitterrand 30 ou 40 ans avant. Je ne confonds pas Sarkozy-Hollande avec Le Pen, Macron évidemment, mais enfin, il y a une évolution longue de la structure des électorats. Donc c'est à la fois c'est une évolution, moi je le dis, qui est quand même très inquiétante, très, très triste quelque part, et en même temps, ce que rappelle votre livre, c'est qu'il y a un triptyque libéraliste, nationaliste, socialiste, et le troisième terme du triptyque, eh bien, y compris dans cette élection, aurait pu être au deuxième tour, alors dans des variantes mélanchoniennes ou ammoniennes, enfin, plus ou moins problématiques, en particulier pour la première, mais aussi pour la deuxième, enfin, qui sont bien éloignées de l'idéal type auquel vous nous invitez à réfléchir. Mais enfin, ça aurait pu arriver à quelques points près. La structuration du conflit politique aurait été très différente à l'arrivée, en particulier dans la version mélenchonienne. Voilà, tout ça nous invite à réfléchir. Je pense que ce livre, en mettant l'accent sur le fait qu'on n'a pas un conflit politique droite-gauche, binaire, unidimensionnel, mais on a au moins ces trois pôles qui doivent être pensés dans leur évolution depuis la révolution industrielle, conjointement avec le devenir des sciences sociales, des disciplines des sciences sociales. Je pense que c'est vraiment un livre qui est plus que bienvenu, qui fait beaucoup réfléchir. Et donc, bravo, merci pour ce livre. Alors, j'en viens à deux points principaux que je voudrais faire, qui sont des reproches, et en même temps, je veux dire, ce sont des questions aussi, mais ce sont des reproches dont je peux voir aussi les limites. Alors, le premier reproche, qui pour le coup, je pense, est quand même un peu injustifié, alors c'est l'histoire de la brute et le truand de Christophe. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un reproche à ce livre, une lecture rapide du livre, disons, pour aider. Quand même, c'est un tout petit peu nombrilesque, votre livre, nombrilesque du point de vue des chercheurs en sciences sociales qui se voient donner un rôle totalement démesuré sur l'avenir du socialisme, du monde, de l'univers, et en particulier de la sociologie qui est au centre de tout ça, de l'Europe, de l'univers. Oui, les autres continents n'apparaissent pas beaucoup. Là, je veux dire, c'est très, l'Europe est un peu seule au monde. Et alors la sociologie, au milieu de tout ça, joue un rôle. Donc voilà, donc on pourrait, et en particulier, le renouveau de la sociologie et d'une authentique pensée sociologique est placé au cœur d'un possible renouveau du socialisme dans les décennies à venir, de façon à, pour caricaturer, disons, dépasser les disciplines, en particulier économie, psychologie, droit, qui est important aussi dans cette histoire, qui sont disons, qui ont partie liée avec le libéralisme et l'individualisme libéral, et d'autre part l'histoire, la philologie, l'anthropologie, qui ont partie liée avec, sinon le nationalisme identitaire, en tout cas une forme de gaullisme très conservateur sur les identités considérées comme vraiment très, très figées, voire réifiées, alors que la sociologie aurait une attitude fondamentalement de dénaturalisation par rapport à l'ordre social, aux inégalités sociales, aux identités nationales, et ainsi de suite. Moi, donc une critique qui pourrait être faite au livre, ce serait de dire quand même, vous pousser le fond un petit peu loin, comme ça en renvoyant chacun pour le coup avec des identités très figées. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça, parce que comme les auteurs le disent très clairement, lorsqu'ils parlent de sociologie, d'économie, d'histoire, ils ne parlent pas tant de discipline constituée que d'attitude d'esprit, que de positionnement au sein des sciences sociales. Et comme vous le dites souvent dans le livre, il y a beaucoup de sociologues de profession qui ont une attitude bien peu sociologique et de spécialistes d'autres disciplines, en économie, en histoire, en philosophie, en droit, qui peuvent avoir une attitude beaucoup plus authentiquement sociologique. Donc je pense que la façon dont je l'ai lu, la façon dont vous caractérisez la démarche sociologique, c'est plus une attitude, disons, de recherche en sciences sociales qui met à son cœur une démarche de dénaturalisation, d'abord la démarche d'analyse des faits sociaux comme rapports sociaux et de dénaturalisation de l'ordre social en général, des inégalités de classe en particulier, de l'ordre politique, des identités nationales. Et évidemment, tout le monde peut se retrouver, enfin je crois, en tout cas beaucoup de chercheurs en sciences sociales peuvent se retrouver dans cette approche, et en particulier le plaidoyer pour une économie polanyienne, historique et politique que tu fais, Bruno, que vous faites tous les deux, moi me va parfaitement bien, et je n'ai aucun souci identitaire par rapport à ça, et donc je suis pas, je crois qu'il faut, voilà, je vois plutôt cette
cette approche, cette façon de croiser le devenir des sciences sociales et le devenir de ces grandes doctrines politiques, plus comme une affirmation de l'importance d'un effort intellectuel, d'abord, pour repenser à neuf le socialisme, dans le cadre européen en particulier. Donc ça me touche, m'étant un peu engagé récemment sur la question de la démocratisation de l'Europe, avec des juristes progressistes, parce que ça existe, des juristes progressistes, qui peuvent être en même temps des spécialistes de sociologie politique, de sociologie des institutions, des organisations. Donc Stéphanie Hennette, Antoine Fauchès, Guillaume Sacriste, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler récemment sur un petit livre pour un traité de démocratisation de l'Europe, dans lequel, je crois, on essaye de montrer justement qu'il faut sortir de cette espèce de naturalisation du droit des traités intangibles, déterminés, et de montrer à quel point le droit, je ne sais pas si c'est un sport de combat, comme l'écrivait Antoine dans un passage de livre, mais en tout cas c'est un terrain d'affrontement social, politique, et qui doit être envisagé comme un fait social, comme un rapport social. Et donc de ce point de vue-là, votre plaidoyer me va très bien. Le second reproche, c'est que si on oublie que le bon, la brute et le truand, pour résumer, tout le monde en sciences sociales peut être bon, personne n'est condamné à être brute ou truand, donc tout va bien. Le second reproche, un peu plus substantiel pour moi, peut-être par rapport au livre, c'est que je trouve quand même que parfois, par moment, le propos, à mon goût, est peut-être un tout petit peu trop abstrait, et je voudrais qu'il y ait des illustrations un peu plus concrètes de cette nécessité d'un travail intellectuel, de contribuer à l'œuvre intellectuelle du socialisme, de dénaturaliser l'analyse de tel ou tel dispositif institutionnel, en s'engageant, en se mettant un peu plus quand même à la fois dans le monde présent et en historicisant peut-être davantage, là je rejoins peut-être un petit peu certains points de Christophe en le disant différemment, mais en particulier, alors moi j'étais très intéressé, le premier essai le plus long écrit par les deux est évidemment le cœur du livre, et c'est le fort, en tout cas le qui m'a le plus marqué. Les deux essais qui suivent, l'un écrit par Cyril, l'autre ensuite par Bruno, sont vraiment très forts. J'étais particulièrement intéressé par ce que disait Cyril dans son deuxième essai sur cette notion de désajustement pathologique durkheimienne, cet écart entre l'état de division du travail social d'un côté et les règles morales, juridiques, institutionnelles que se donne une société, et avec vraiment ce très joli tableau qui est, je ne sais plus où, page 144, je ne sais plus, enfin on nous donne les... Oui, le tableau 2, page 144, il y en a que deux, qui décrit les différents leviers politiques qu'il pourrait être utilisé par un État réformiste, socialiste, sociologue, durkheimien, pour essayer de faire face à différentes situations de désajustement. Et justement, tous les cas sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles institutionnelles, légales, morales qui sont en avance sur l'état de division du travail social, ou au contraire qui sont en retard, avec des solutions qui, dans un cas, quand de cette façon la société est en retard, qui consiste à renforcer plutôt la participation des corps intermédiaires à la délibération de l'État, instituer des plus grandes libertés publiques, d'assemblées pour intégrer, alors qu'au contraire, dans le cas inverse, il s'agit d'instituer de plus grandes libertés économiques. Donc des solutions assez différentes. Alors, je trouvais ça très intéressant, mais là, peut-être moi, mon petit reproche, ou mon manque, mais c'est là que je voudrais que Cyril vous disiez un peu plus, c'est qu'on est dans Durkheim, on est en 1900, 1893, en 1896, et le passage avec 2017, c'est vrai, on aurait envie d'en savoir un peu plus, et de savoir un petit peu plus, bon, dans le contexte actuel, ou dans tous les contextes d'ailleurs intermédiaires qui ont existé, comment peut-on utiliser cette catégorie pour penser concrètement aujourd'hui et maintenant en Europe, ou dans l'Europe des années 50, 60, 80, enfin en historicisant justement ces problématiques, puisque tu nous dis que dans certains cas, la solution peut être d'accroître les libertés politiques, les libertés économiques, dans la situation actuelle, ou dans la situation telle qu'elle était il y a 20 ans, la solution n'est pas forcément la même non plus quand on parle de l'Union européenne, entre la Bulgarie, la France, l'Irlande, le Portugal. Donc il y a quand même matière à analyse, à historiciser ces questions. Donc là, on reste à un niveau quand même assez abstrait,
Donc moi, ça, c'est ma frustration, c'est mon biais, et en même temps, je comprends le besoin de ce type de livres théoriques qui aussi prennent du recul par rapport à ces contextes historiques et nationaux particuliers, et nous invitent à examiner le cadre général. Mais c'est vrai que dans le juste milieu à trouver, j'aurais aimé aller quand même rebondir un peu plus sur des cadres un peu plus situés historiquement, géographiquement, politiquement, et en particulier, pourquoi pas, le cadre actuel. Voilà. Merci beaucoup. Je repose quelques petites questions, puis après vous répondez. Bon, voilà, moi j'appartiens à une discipline qui n'est pas visée dans cette affaire, puisque je suis en sciences politiques. Ah bon, ça va, alors du coup je suis chez les bons, c'est bon. Alors moi c'est vrai qu'en vous lisant, j'ai à la fois été très sensible au fait que ça éclairait l'impasse dans laquelle on est. J'ai aussi été très sensible à la résonance par rapport à l'actualité, parce que c'est vrai qu'il s'est passé dans cette campagne électorale, en dépit des résultats, quelque chose dont mon voisin de droite est le témoin, c'est-à-dire le fait qu'on a vu à nouveau des intellectuels travailler concrètement, parfois sans doute un peu dans l'urgence, sur un programme politique, ce qui était quelque chose de finalement assez nouveau. Assez nouveau avec cette visibilité dans les dans les derniers mois et dans les années récentes, où on avait plutôt l'impression, là j'étais la sociologue des intellectuels qui parle, que lorsqu'on avait des intellectuels, ils apparaissaient pour faire joli sur la photo, ils faisaient un petit peu d'expertise, et puis surtout on n'allait pas chercher des gens qui avaient une véritable pratique intellectuelle dans leur discipline, et que là il s'est passé une différence importante de ce point de vue, même si évidemment le résultat n'est pas encore totalement concluant. Bon, alors plus sérieusement maintenant, moi c'est vrai qu'en vous lisant, j'ai à la fois été très sensible à ce souci d'ancrage, cette espèce d'affinité élective que vous décrivez, vous employez le terme d'affinité élective, entre sociologie et socialisme, qui correspond en effet au moment historique de la naissance de l'un et de l'autre, et à leur interrelation. Je me suis posé un petit peu la même question que Thomas, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours travailler sur cette question avec une sociologie née au XIXe siècle, et prolongée éventuellement quand on regarde Mauss évidemment au-delà, mais née dans un contexte historique tout à fait particulier, qui est celle de Durkheim, et l'auteur le plus récent que vous citez, c'est Mannheim. Donc je trouve ça à la fois très intéressant, et ça me pose toujours un problème de comment on fait avec ça, pour faire justement, pour parler de la division du travail aujourd'hui, ou pour parler de l'Europe, etc. Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est aussi une question un peu pragmatique, mais pas au sens savant, c'est-à-dire que faire. Est-ce que vous prônez, par exemple, que les intellectuels soient plus présents? Est-ce que vous les remettez dans une position qui serait une position un petit peu de conseiller du prince, mais vraiment de conseiller du prince, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous... Parce que le rapport au militantisme, vous dites que les militants, à un moment donné, préfèrent aller regarder les experts, parce qu'en gros c'est du pré-mâché. Les états-majors préfèrent aller chercher du côté des économistes, parce que du coup ils vont donner aussi des solutions relativement faciles et toutes prêtes. Donc en gros voilà, je dis pas ça pour mon voisin, mais on voit bien comment c'est très très confortable d'avoir des chiffres, comment c'est très très confortable d'avoir des prévisions de croissance, même si elles s'avèrent complètement fausses, même si on peut dire avec des prévisions de croissance des choses qui s'avèrent fausses et qui coûtent très très cher quand on parle de courbe du chômage, bon, pour parler un petit peu clairement, mais n'empêche que ça rassure sans doute beaucoup de politiques d'avoir ce type d'expertise plutôt qu'avoir quelque chose d'un peu plus compliqué où on leur explique que la division du travail, ça peut être pathologique, mais comment on fait pour y remédier? On met des corps intermédiaires, oui, mais comment on fait? Bon, on voit tout de suite, il suffit d'avoir dialogué une fois dans sa vie avec un politique pour savoir comment il y a des difficultés de langage. Donc voilà, ma question c'est un peu qu'est-ce que vous préconisez d'un certain point de vue
même si c'est une question un petit peu simple. Voilà. Peut-être à cette question-là, comme ça me permettra à partir mais dans le micro. Donc, d'abord, merci tous les trois de vous être prêtés à cet exercice de lecture, de discussion d'un livre auquel Cyril et moi pensons depuis longtemps, en fait. Même si, au fond, la période récente a précipité son écriture et a rendu plus tendu, plus intense sa dernière facture. Je vais partir peut-être de la dernière question de Frédéric sur le lien finalement entre, mais qui était aussi la dernière question de Christophe, sur le lien entre théorie et pratique, quel positionnement est le nôtre dans l'écriture même de ce livre et l'adresse aux politiques. Je crois que le livre permet, en tout cas c'est l'un de ses objectifs, d'éviter l'alternative entre militantisme d'un côté, conseiller du prince ou expert de l'autre. Et moi aussi j'ai été une des bonnes nouvelles de la campagne qui vient de il n'y en a pas beaucoup, qui vient de s'achever, c'est la façon dont dans la campagne du candidat socialiste, même si ça n'a pas eu l'effet escompté, un rapport entre production intellectuelle et action a tenté ou a commencé de se renouer. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que je n'y ai pas du tout vu la logique du conseiller du prince ou la logique de l'expert, et je vais expliquer pourquoi. Ce que j'y ai vu, c'est justement la manière de retrouver le lien entre théorie et pratique qui est l'essence du socialisme. Qu'est-ce qui différencie le type d'intervention comme le nôtre d'une intervention du type conseiller du prince ou expert, et la façon, encore une fois, dont ça s'est produit dans la campagne récente et plutôt du côté, me semble-t-il, de ce que nous avons fait là, c'est que les questions ne viennent pas des politiques. Voilà. Ça, c'est la façon dont les questions sont formulées ne viennent pas des politiques. Les politiques attendent qu'on reformule les bonnes questions pour entrer dans un nouveau type d'articulation des discours. Et ça, on n'est plus du tout si on se place de ce point de vue, on n'est plus du tout dans la logique de l'expert ou du conseiller du prince. Or, c'est ça le lien originaire, natif, entre socialisme et sociologie, quand on prend l'acte de naissance, sciences sociales au sens plus large, parce que, Thomas, tu l'as très bien compris, effectivement, c'est une attitude sociologique dans les sciences sociales qui est au fond le cœur du problème pour nous, sachant que donc des sociologues attitrés peuvent être moins sociologues que des historiens, Christophe, ou des économistes, ayant cette attitude sociologique chevillée au corps. Alors, voilà, le véritable enjeu pour nous, ça a été de retrouver ce lien entre théorie et pratique interne à un certain courant politique, qui était bien un courant politique, qui était d'abord un courant politique, mais qui était un courant politique en rapport à d'autres courants politiques. C'est donc le fait de prendre la triade qui a été pour nous décisive en termes heuristiques. Si le socialisme avait noué un lien entre théorie et pratique tout à fait singulier, c'est en réaction aux deux autres courants. Voilà. Et donc, l'histoire, parce que nous faisons en fait une histoire, Christophe, nous faisons en réalité une histoire, mais nous faisons une autre histoire du socialisme, qui est une histoire d'une dynamique à trois termes, d'une triade qui est effacée par le débat politique. Le débat politique, lui, c'est très intéressant ce que tu disais, la façon dont tu as introduit. Thomas, tu as raison. Moi, quand je parlais des élections avec des amis, ils me disaient toujours « Ah, grand naïf, bah ». Le vrai clivage aujourd'hui, c'est les progressistes et les nationalistes. Qu'est-ce que tu
Mais le vrai clivage, étroitement politique, bassement politique, bêtement politique, parce que en réalité, la modernité n'est pas centrée sur ce clivage. Elle est centrée sur la corrélation problématique entre trois attitudes nécessairement engagées dans la production des sociétés modernes. On ne se débarrassera pas du libéralisme, on ne se débarrassera pas du nationalisme, on peut faire vaincre une dominante socialiste dans l'enchaînement de ces trois mouvements. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire de la modernité qui se raconte du point de vue des sciences sociales, parce que seules les sciences sociales peuvent embrasser cette triade et en décrire les dynamiques, la dynamique et les tensions. Voilà. Donc ça, c'était ma réponse. D'ailleurs, c'était la réponse en fait aux deux questions. Bon, merci beaucoup à vous trois pour vos lectures et vos questions. Je vais revenir sur ce que disait Christophe, effectivement, qui éclaire au fond le titre de l'ouvrage Socialisme et sociologie. L'idée centrale, une des idées centrales du livre, c'est de dire que ce lien entre socialisme et sociologie n'est pas contingent, mais nécessaire, parce qu'il y a beaucoup d'implications. Pourquoi il est nécessaire à notre sens? C'est parce que le socialisme s'envisage comme un effort pour accroître la capacité des sociétés à se réfléchir, à se penser, à penser d'abord leur différenciation interne, les sociétés modernes, bien sûr. À se penser comme des sociétés différenciées et donc à rompre avec le mythe de leur homogénéité. Ensuite, je dirais, à se penser en tendance, en transformation. Et là, on rejoint la question de l'histoire. C'est-à-dire à se penser comme des sociétés toujours en mouvement et à essayer de repérer en elles-mêmes les tendances et les modes de leur transformation. Et enfin, à penser du coup aussi leurs aspirations à la justice, parce que ces transformations génèrent nécessairement des situations pathologiques auxquelles on peut remédier précisément si on enquête sur elles, si on les objective. Donc ça, c'est l'idée. C'est pourquoi, précisément, la sociologie est appelée par le socialisme. Alors, le socialisme n'est pas une sociologie, comme disait Durkheim, mais n'empêche que le socialisme a besoin d'une sociologie, appelle le mouvement de connaissance sociologique, c'est-à-dire un mouvement pour que la société se comprenne de manière la plus objective possible, en recourant à la méthode scientifique. Et c'est là qu'il y a une différence avec d'autres disciplines des sciences sociales, car bon, l'économie, par exemple, ou la psychologie sont des modes aussi de connaissance de la société, mais pas de la société comme telle, d'un ordre de phénomènes à l'intérieur de la société. L'ordre économique, l'ordre, par exemple, linguistique pour la linguistique, l'ordre juridique. La sociologie, elle a ceci de particulier qu'elle veut comprendre le tout différencié que forme la société, et encore une fois, elle veut le comprendre par la méthode scientifique plutôt que par la méthode dogmatique. C'est pourquoi le tableau que tu mentionnais, Thomas, page 144, c'est un tableau qui indique que les réponses que le socialisme va donner aux pathologies ne sont pas des réponses dogmatiques. Car les situations socio-historiques étant différentes et méritant à chaque fois une analyse particulière, on ne peut pas décréter a priori qu'il faudra forcément plus de liberté économique ou qu'il faudra forcément plus de partis, etc., etc. Donc ça passe par un préalable qui est ce diagnostic porté collectif. Alors voilà, bon, ça c'est la première chose. Deuxième élément, pourquoi du coup ça appelle la centralité de la question de l'éducation? Mais là on revient sur ce problème des experts et de la technocratie. Le socialisme n'est pas un technocratisme, si je puis dire. Il ne s'agit pas d'imaginer des sachants qui vont à eux seuls comprendre ces évolutions sociales. C'est l'ensemble de la société qui doit se comprendre, c'est-à-dire que l'idée, c'est que la réflexivité sociologique est produite par tous, idéalement, bien sûr. Ce qui nécessite un accès à la formation, au savoir, et un accès un peu particulier, puisque c'est un accès qui doit permettre de développer ce qu'on appelle dans le livre un intérêt pratique pour la théorie, pour la vision théorique, pour la conscience sociologique, en fait. Et donc aussi pour la capacité à discuter collectivement des normes, y compris par exemple des normes qui sont en vigueur dans un milieu professionnel, lorsqu'on appartient à ce milieu professionnel, etc. Donc c'est pourquoi nous disons dans le livre que d'une part ce sont les gens qui dans la société doivent à l'éducation,
croient à l'éducation, c'est-à-dire croient au pouvoir émancipateur de l'éducation, qui ont tendance à être disposés au socialisme, et d'autre part que les politiques éducatives sont les plus emblématiques, les plus centrales dans la démarche socialiste, et c'est à ça, au fond, qu'on reconnaît du socialisme. Et là, il y a un point important, je pense, pour différencier des politiques éducatives socialistes des politiques éducatives libérales, parce que dans les politiques éducatives libérales, le but, c'est de former des gens pour qu'ils prennent place dans la division du travail, qu'ils aient une formation professionnelle, des carrières. Dans l'optique socialiste, l'éducation vise l'émancipation de tous, plutôt on pourrait dire l'émancipation de chacun, par le fait que tous accèdent à l'éducation. Parce que le fait que tous accèdent à l'éducation a pour effet de dénaturaliser les inégalités, de montrer qu'en fait ces inégalités sont produites précisément par des inégalités sociales dans l'accès au savoir. Et enfin, bon, dernier point, je suis un peu long, mais prendre un exemple concret, en fait, et ouvrir au monde, et sortir un peu de l'Europe ou de la France, c'est un peu ce qu'on a tenté dans les quelques pages, même si je suis d'accord, c'est pas très exemplifié, consacré à l'écologie. Ça dit aussi quel peut être l'avenir du socialisme, parce qu'une des idées qu'on défend dans ces pages, c'est que l'écologisme est un socialisme en gestation. Il n'est pas obligé de devenir un socialisme s'il prend une mauvaise route, je vais l'indiquer dans un instant, mais il a tout pour le faire. Pourquoi ? Les problèmes écologiques qui se posent aujourd'hui ne peuvent trouver leur réponse grâce à l'économie. Pour une raison simple, c'est que pour l'économie, beaucoup de problèmes liés à l'écologie sont des externalités. Or, l'écologie nous oblige à penser les interdépendances au niveau même mondial, hein, et les interdépendances entre les humains et les non-humains, etc., etc. Donc ça appelle plus un regard sociologique qu'après... enfin, on voit... je ne dis pas du tout que l'économie est insuffisante, hein, enfin, qu'elle n'est pas utile. Je veux dire simplement que justement, elle est insuffisante, en l'occurrence. La psychologie non plus ne le permet pas, parce que la psychologie va nous expliquer qu'il y a des biais cognitifs qui font que... mais il n'y a pas de saisie politique du problème. Et quant au droit, il est aussi insuffisant pour penser les problèmes écologiques, parce qu'il a tendance à en attribuer la responsabilité à des individus, à des personnes morales, alors que en fait, ce sont des problèmes politiques. Donc, pourquoi l'écologie nous oriente... L'écologie révèle ce besoin de sociologie dont je parlais, demande une compréhension authentiquement sociologique, et un des problèmes de l'écologisme aujourd'hui, c'est qu'il peut ne pas se reconnaître dans ce besoin de sociologie, et donc ne pas comprendre que les problèmes écologiques sont d'abord des problèmes d'organisation sociale. Et se cantonner finalement à s'appuyer sur des sciences de la nature, par exemple, sans voir qu'au fond, ce qui est central, c'est la façon dont nous organisons nos sociétés. Voilà, donc, et je rajoute un dernier point, c'est qu'un des arguments aussi qu'on défend, c'est que la chose la plus importante pour l'écologie, son développement, c'est l'éducation. Pourquoi ? Parce que plus les politiques éducatives authentiquement socialistes se développent, plus les leaders écologiques seront du soutien, plus les politiques écologiques seront soutenues, etc. Donc on revient toujours, c'est pour ça que j'insiste un peu, mais moi, s'il y a vraiment un élément que je voudrais défendre, c'est cette centralité de la question de l'éducation dans ce qui spécifie en fait une politique socialiste par rapport à l'attitude nationaliste ou à l'attitude libérale. Je peux appuyer sur un point. Un des aspects les plus évidents de la situation actuelle concerne la difficulté à manipuler le thème de la nation. C'est là-dessus qu'on a décidé d'ouvrir le livre, sur le triomphe évident, la montée évidente des nationalismes, qui d'ailleurs, dans les diagnostics courants, se trouve en contradiction avec l'affirmation récurrente que nous vivrions dans un monde néolibéral toujours plus prononcé.
Voilà, donc cette espèce de grande contradiction d'un néolibéralisme qu'on affirme tout puissant, d'un nationalisme qui monte, et qu'on interprète généralement comme soit une résistance passéiste à un néolibéralisme pas suffisamment explicité, humain, etc., soit au contraire une nécessité de revenir sur des sociétés fermées. Donc on a voulu sortir de cette... Et on a voulu, je pense qu'il est très évident qu'on ne peut qu'en sortir parce que ça ne nous dit rien en fait de notre expérience politique réelle. Notre expérience politique réelle, elle repose sur l'idée que le terme de nation est l'enjeu d'une lutte. Il est l'enjeu d'une lutte. Pas seulement le terme, mais le concept. Comment est-ce qu'on définit le fait qu'on appartient à une société nationale? Parce que le fait qu'on y appartienne n'est pas effacé par la mondialisation, par l'internationalisation des problèmes qu'on a traités, parmi eux, évidemment, au premier chef, les problèmes écologiques, mais pas seulement. Le fait qu'on y appartient n'est compréhensible, logiquement, que si on comprend qu'il y a deux manières de concevoir l'appartenance. Et que le socialisme est une manière de concevoir l'appartenance, c'est-à-dire que c'est une réaction à un risque impliqué par le désencastrement de l'économie, à un risque impliqué par le credo libéral. Alors je dis credo libéral parce que, en fait, le désencastrement de l'économie est une dimension de la différenciation sociale des sociétés modernes. Le fait qu'il y ait du libéralisme est nécessairement engendré par la différenciation sociale. En revanche, le fait que le libéralisme dise, voilà, de cette différenciation, une société naît qui est suffisamment définie par le marché, une société de marché existe, ça, c'est l'illusion libérale qui crée des dommages aux sociétés impliquées par cette différenciation, dommages auxquels ces sociétés répondent de deux façons différentes, réagissent de deux façons différentes. Un des points centraux du livre, c'est d'accepter l'idée que le socialisme est réactif, pas réactionnaire, mais réactif, qu'il réagit. Qu'il est une réaction qui se place au point de vue du tout. Donc il est holiste. Il implique une pensée de type holiste. Mais il y a deux formes de holisme. Il y a un holisme qui fige l'identité, il y a un holisme qui revient sur une, ou qui réactive, qui réinvente en fait en pensant se retourner vers le passé, qui fictionne des types d'identification collective. Et puis, il y a une réaction qui pense le processus de la différenciation et les règles dont il est susceptible, c'est-à-dire le type de solidarité qui peut se construire à partir de la différenciation. Donc, il pense le tout devant. Voilà. Qui pense le tout devant nous, qui pense l'appartenance comme une appartenance qui se construit. Alors, pour moi, enfin pour nous, le socialisme, c'était ça, c'est ça. Et ça ne peut qu'être ça aujourd'hui, encore. Et ça l'est en réalité dans des aspirations socialistes réelles. S'il y a aussi un autre point décisif du livre, c'est de dire, attention, quand on parle de crise du socialisme, on parle de crise du parti socialiste, des dirigeants socialistes, de la politique socialiste en tant que politique instituée, du débat politique où s'expriment des positions socialistes. Mais on ne parle pas de crise des aspirations au socialisme. Je pense que les aspirations au socialisme, donc la poussée qui a produit le socialisme, elle est réelle dans les mobilisations qui se multiplient autour de nous. Donc, vous voyez, sur le diagnostic de la crise aussi, on avait quelque chose on voulait réorienter le regard sur ce qui est le vrai point en crise. Et pour nous, le point en crise, il est dans le lien entre les savoirs engendrés naturellement, spontanément par le socialisme et l'action socialiste. Donc la crise,
elle est sur le rapport entre la théorie et la pratique. Elle n'est pas du côté des aspirations sociales. Oui, je voulais rebondir sur vos réponses. Je voudrais clarifier quelque chose sur votre livre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit. Les historiens sont un peu rustiques, comme vous le savez, et ils ont besoin que je précise les choses. Il le fait à chaque fois. Bon, si je faisais de la politique, du manga, je prenais quelque chose à ça, je me retrouverais avec vous sur la définition que vous proposez, qui me va, personnellement, du socialisme. Et je voudrais revenir sur le statut du livre. C'est ça qui m'intrigue. Moi, j'ai lu ce livre-là, non pas comme ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu provocante, un coup de force dogmatique, consisterait à donner une définition du socialisme. Pour moi, le socialisme, c'est ça. Mais je l'ai entendu, et donc d'une certaine façon, d'une stylisation du socialisme, mais aussi du libéralisme ou du nationalisme. Mais je l'ai lu aussi, j'ai lu sous votre plume, sans doute avec en tête le livre que tu avais co-dirigé, Bruno, avec Francisco Callegaro, sur le sens du socialisme, qui a des résonances. Enfin, on voit bien que les deux ouvrages se répondent un peu. Aussi comme une histoire, parce que le socialisme, qu'on le veuille ou non, est aussi un héritage. C'est pas quelque chose qu'on vient de sortir du chapeau, ni même qui serait une production du monde très contemporain. Bon. Alors les historiens sont toujours non seulement ils sont rustiques, mais ils sont un peu emmerdants parce que, évidemment, ils essayent toujours de trouver ce qui ne fonctionne pas dans la stylisation. Or, si moi je vous écoutais l'un et l'autre sur 2 ou 3 points, sur la triade socialisme, nationalisme, pour clarifier le propos, socialisme, nationalisme et libéralisme, je pourrais dire que dans l'histoire longue du socialisme, en gros, tel qu'il surgit dans les 2 ou 3 premières décennies du XIXe siècle, comme corps de doctrine et de pensée radicalement nouvelle, et avec les propriétés que j'énonçais tout à l'heure, il y a à la fois du nationalisme, du libéralisme et du socialisme, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on peut restituer, et même chez Durkheim, même chez les Durkheimiens qui sont les plus sur lesquels vous appesantissez, qui sont vos copains, quoi, d'une certaine façon, et sur lesquels je trouve d'ailleurs que au-delà de Durkheim, on parlait de Thomas faisait à juste raison la remarque sur la question du droit. La panoplie est complète. Vous citez un moment Emmanuel Lévy qui est un personnage extraordinairement intéressant de ce point de vue-là, dans sa tentative de constituer du socialisme juridique. Bref, ce que je veux dire, c'est que sur la triade, ces 3 éléments, et même la nation sur laquelle Bruno, enfin, la nation, c'est quelque chose qui a été longuement, et au-delà d'ailleurs même de l'affaire Dreyfus, c'est ce moment durkheimien du socialisme, maintenu comme quelque chose qui contribue à la définition même du socialisme. On pourrait d'ailleurs faire les mêmes remarques sur l'individualisme, qu'on pourrait balancer du côté du libéralisme, mais qui est tout à fait pris en charge par le socialisme, etc., etc., etc. Bon. Et de même que lorsque tu... sur la question de la technocratie, je ne sais plus sur qui en parle, Cyril disait, c'est pas une quête mais il y a aussi un socialisme capacitaire, d'une certaine façon, dont l'incarnation est évidemment Saint-Simon. Mais du côté du durkheimien, il y a bien aussi cette idée-là, dans leur façon de s'engager politiquement et d'agir. Il y a l'idée qu'ils vont quand même transformer le monde par la tête. Et puis après, il y aura... Bref, vous voulez, c'est ça que je voudrais comprendre. C'est que, au fond, est-ce que le livre, au fond, considère que tout ça... c'est un moment, ce sont des moments dans l'histoire du socialisme, ce qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait concevoir, et quid d'ailleurs d'autres socialismes sous d'autres espèces, quid du communisme, quid des formes de l'anarchisme, etc., qui font partie au XIXe siècle et même au-delà de ce qu'on appelait le socialisme en réalité. Bon. Donc, est-ce que ça, au fond, ça n'a aucun intérêt? Je serais prêt à vous suivre d'ailleurs dans votre projet, hein. Il faut s'intéresser à tout. Ou bien est-ce que vous le prenez en charge quand même dans votre réflexion?
Vas-y, réponse. Oui, non, moi je crois qu'on le prend en charge parce que quand je disais que le socialisme était réactif, c'est ce que je voulais aussi dire, c'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit une tentation, une intégration d'arguments nationalistes et d'arguments libéraux. Ça on l'exclut effectivement, puisque ce qu'on essaie de dire, c'est que dans la réaction au libéralisme, au désencastrement de l'économie, le socialisme pense la nation autrement que les nationalistes. Donc qu'il y ait évidemment référence à la nation, c'est central. Mais attention, d'abord, c'est un des points aussi du livre, cette référence, elle est immédiatement européenne. Elle est immédiatement européenne. Pour nous, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'elle est immédiatement une référence à chaque nation se pensant en relation à d'autres nations qui connaissent la même histoire, qui connaissent le même type de réaction nécessaire. Autrement dit, pour moi, il y a une naissance conjointe de la nation socialiste et de l'internationalisme. Et c'est en joignant nation socialiste et internationalisme à la racine que le nationalisme est écarté. Voilà. Donc pour répondre très clairement à ta question, bien sûr, ça emporte des arguments qui font référence à la nation, mais à une nation qui est emportée dans un dispositif, dans un raisonnement comparatif qui l'amène à réfléchir ses propres nécessités en relation à d'autres nations au même degré de développement, face aux mêmes risques. Et donc l'Europe est en fait... Il y a quelque chose d'un peu énorme dans le livre, de dire que l'Europe est une idée socialiste. C'est ça. C'est pas simplement que les socialistes sont à être européens, c'est que l'idée d'Europe, en fait, est une idée qui n'a pu naître que dans une manière de penser socialiste. Et alors vous disiez qu'on avait des références exclusivement durkheimiennes, étroitement durkheimiennes, obstinément durkheimiennes. C'est d'abord, bon, c'est vrai sur on est des lecteurs de Durkheim continus, mais et des durkheimiens, Emmanuel Lévy, j'ai écrit sur Emmanuel Lévy avec passion, j'ai lu avec passion, c'est un auteur absolument oublié. Mais j'aimerais dire quand même deux choses. D'abord, sans la référence à Polanyi, cette histoire n'était pas racontable. C'est-à-dire c'est pour ça que finir sur Polanyi était fondamental, parce que l'éclaircissement que donne Polanyi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui a eu lieu, c'est-à-dire l'oubli en fait de la nation socialiste, dans l'affrontement des nationalismes sur toute la période du 19e jusqu'à la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est absolument décisif. Et le diagnostic que donne Polanyi d'un socialisme au fond nécessaire en 1945, du pacte social européen et en prévision mondiale est nécessaire en 1945, ça c'est un élément essentiel de notre diagnostic. Sans Polanyi, ce n'était pas racontable ça. Ensuite, deuxième chose, la référence à Mannheim, elle n'est pas décorative, c'est la méthode. C'est la méthode. C'est-à-dire que la méthode sociologique, elle n'est pas durkheimienne dans le livre. La méthode sociologique, elle est le relationnisme. La première étoile. Ouais. Non, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est-à-dire que le relationnisme de Mannheim et la façon finalement que les outils que nous a donné Mannheim pour reprendre le concept d'idéologie, en fait, ça n'est que avec cet outil que nous pouvions là aussi construire ce propos. Voilà. Oui, moi je voudrais faire une réponse peut-être complémentaire en repartant de la distinction qu'a très bien mise en lumière Thomas, qu'on essaie d'établir dans le livre entre une sociologie comme discipline et une sociologie comme attitude, disons, ou comme exigence. Avec l'idée, bien sûr, que les deux ne se recouvrent pas, ce qui permet au fond de parler de crise actuelle de la sociologie, c'est qu'on peut opposer
à la sociologie comme discipline une attitude sociologique qu'elle ne respecte plus assez. Cette attitude, on la décrit très simplement à travers trois éléments. Le holisme, le holisme faisant le lien entre sociologie, anthropologie et histoire, qui sont trois disciplines dont le fondement est holiste selon nous. Deuxièmement, la dénaturalisation, qui là fait la rupture avec les formes dominantes, je dirais, en anthropologie, en histoire. En tout cas, bon, ça se discuterait, mais et en tout cas qui spécifie vraiment l'attitude sociologique, hein, c'est une attitude de dénaturalisation des rapports sociaux. Et enfin, un troisième élément qui est le rationalisme scientifique, si on veut, c'est-à-dire le passage par la quête empirique. Voilà. Bon, donc crise actuelle de la sociologie, ça veut dire selon nous qu'on est dans une sociologie discipline qui tend à renaturaliser le monde social, par exemple, ou qui est complètement investie par des chaînes individualistes méthodologiques, même en l'ignorant d'ailleurs, hein, et qui n'arrive plus à penser le tout social, etc. Eh bien, c'est le même raisonnement s'agissant du socialisme. C'est-à-dire qu'il y a un socialisme incarné, institué, et il y a une attitude socialiste. Et donc, on peut critiquer d'une certaine manière certaines expériences du socialisme réel, je reprends le terme, du point de vue des exigences du socialisme. C'est ce qu'on fait par exemple dans les pages où on parle du socialisme, des expériences communistes, du socialisme réel. Pourquoi ces expériences peuvent être critiquées depuis le libéralisme, sans problème. Mais nous, on veut les critiquer depuis le socialisme. C'est-à-dire que c'est parce qu'elles ont trahi d'abord le socialisme qu'on les voit comme un échec. Et pourquoi elles l'ont trahi? Eh bien, par exemple, parce qu'elles ont été technocratiques et pas démocratiques. Voilà. Donc, cette méthode permet, je dirais, de formuler ce qu'est l'attitude socialiste. Alors, elle ne correspond pas effectivement aux attitudes, d'idéal type, si on veut. On dire ça. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, je préférais parler d'attitude socialiste, qui permet, par exemple, de voir, comme il est très difficile, en fait, d'être sociologue, parce qu'on peut tout le temps naturaliser le monde social, etc. De la même façon, il est très difficile d'être socialiste, au fond. Je prends l'exemple de Werner Zombart, donc c'est quelqu'un de socialiste qui finit nationaliste. Voilà. Donc on a des parcours comme ça, de personnages qui ont incarné le socialisme à un moment et qui sont allés, parce que par exemple ils se sont mis à renaturaliser, ils n'ont pas eu l'attitude socialiste complète, et ils se sont accoquinés avec le nationalisme ou d'autres. Par exemple, défendant l'individu, il y a une façon de défendre les droits de l'individu qui est typiquement socialiste. Et puis il y en a une autre qui est libérale. Eh bien, aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui, pour défendre les droits individuels, se croient obligés donc de dire on va mettre un peu de libéralisme dans le socialisme. Ça, c'est une attitude critiquable d'un point de vue socialiste. Parce que il y a une façon proprement socialiste de défendre les droits de l'individu. C'est-à-dire, autrement dit, le libéralisme n'a pas du tout le monopole de la défense des droits individuels. Voilà, ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est un travail de... Cette attitude qu'on essaie de dégager, on la dégage par le mécanisme de la critique. De l'autocritique, on pourrait dire. Oui, il y a un reproche, en fait, que j'accepterais pour le livre. C'est celui... C'est le seul. C'est celui d'intellectualisme, en fait. Ouais. Non, mais en même temps, c'est un reproche que j'obligerais aussi à définir ce que veut dire intellectualité dans ce livre. Hein. Le statut qu'on donne à l'effort intellectuel, l'appel à l'effort intellectuel, l'appel à renouer le lien entre théorie et pratique. Donc quel intellectualisme? Voilà, c'est très sale. Alors, cet intellectualisme, je le définirais de la manière suivante. Donc c'est ce qui est à mon avis, défendu dans le livre à titre d'effort intellectuel, c'est la capacité que donne l'organisation des sociétés à chacun des individus à évaluer les règles en vigueur dans sa sphère d'action. Voilà. C'est-à-dire avoir un regard, une représentation, ce que Durkheim appelait, excusez-moi, la représentation explicative des règles. Il disait, c'est nouveau, ça, dans l'histoire des sociétés, le fait que progresse la représentation explicative des règles, qui est liée à une histoire complexe où le libre examen a évidemment sa place, mais pas seulement, les dispositifs sociaux qui permettent les représentations explicatives des règles, ça, effectivement, c'est une évolution des sociétés qui n'est pas liée à un pur progrès de l'esprit.
mais qui est lié à la différenciation sociale. Qui est lié à la différenciation sociale. Là, il faut avoir une vue historiquement très longue, voir que la représentation explicative des règles dans les différentes sphères d'action progresse. Et ça a eu un accélérateur inouï du fait de la révolution industrielle et du fait du socialisme. C'est-à-dire que le socialisme a été le terreau d'une intellectualité nouvelle. En gros, le livre ne dit que ça. Mais c'est beaucoup parce que c'est sur cette intellectualité nouvelle que s'appuie la meilleure politique possible. Voilà. Excusez cette envolée.